Bonjour, je suis aujourd'hui avec Michael Bertini, directeur général de l'Atelier des Compagnons, pour discuter de transformation digitale dans le bâtiment. Alors, le secteur du bâtiment est éminemment physique par nature, et ce n'est pas le secteur auquel on pense en premier quand il s'agit de transformation digitale. Je le confirme. Voilà. Pourtant, il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas concerné. J'ai envie de dire, d'un point de vue de béotien, c'est un secteur technique où l'innovation est importante, les savoir-faire, les métiers variés et qui doivent nécessairement collaborer les uns avec les autres. Donc, quelles opportunités nouvelles le digital apporte-t-il au BTP? On va découvrir tout cela avec vous et je vous remercie de nous accorder cet entretien. Donc, je vais peut-être vous laisser d'abord vous présenter et présenter l'Atelier des Compagnons parce que c'est aussi sur la base de tout ce que vous y avez réalisé qu'on est là aujourd'hui. Voilà, qu'on est là aujourd'hui. Tout à fait. Bonjour, bienvenue chez nous. Donc moi je suis Michael Bertini, je co-dirige avec mon frère Fabien l'Atelier des Compagnons, entreprise de bâtiment, entreprise générale de bâtiment. Donc notre métier c'est de faire des travaux sur du patrimoine existant, donc du patrimoine privé comme public, et on fait de la réhabilitation et de la rénovation de ces bâtiments-là. Notre taille aujourd'hui, on fait à peu près 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est à peu près 200 salariés dans la société. Et il y a 10 ans, on était 4 personnes et on faisait 400 000 euros de chiffre d'affaires. Donc on a une énorme croissance qui nous a permis aujourd'hui de développer une transformation digitale et d'essayer de porter dans les métiers du bâtiment une volonté des outils numériques, un centre de recherche et développement, un siège social moderne, dynamique et plein d'outils qui sont assez importants pour imaginer le monde du bâtiment de demain et faire en sorte que justement, ce que vous disiez, toutes ces industries qui bougent aujourd'hui dans les secteurs connexes, bougent aussi dans le métier du bâtiment dans lequel on n'attend pas forcément. Alors du coup, vous faites la transition. Quand vous dites transformation digitale, pour vous, ça signifie quoi? Alors pour nous, dans le bâtiment, ça signifie plusieurs choses. Premièrement, c'est comment est-ce que les outils numériques, donc les logiciels, vont faire en sorte de porter la transformation, améliorer l'efficacité, améliorer la pertinence, améliorer le service client. Donc concrètement, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un laboratoire de R&D chez nous, depuis un peu plus d'un an, où on a des ingénieurs qui sont salariés et qui travaillent sur 3 typologies d'activités et qui servent à la transformation digitale de notre métier. La première activité, c'est tout ce qui va être logiciel métier. Donc on développe en interne des logiciels qui servent à gérer une affaire, à gérer un chantier, à faire des devis de manière plus efficace, plus rapide, plus certaine en termes de maîtrise pour nos clients et qui apportent donc un meilleur service. Et c'est aussi la possibilité de développer un ERP, Global Bâtiment, qui permet d'aller du parti commerce du chantier, donc tout le commerce qui va autour du chantier, jusqu'à les DOE, l'exécution finale d'un chantier. Aujourd'hui, il n'existe pas de logiciel global, et nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de le créer nous-mêmes, en open source, pour permettre au plus grand nombre ensuite d'y avoir accès. Et donc, notre logique, ça a été de faire des groupes de travail avec l'ensemble de nos collaborateurs, par métier, donc les assistantes, les conducteurs de travaux, les ingénieurs études de prix, les commerciaux et autres, et leur demander qu'est-ce qu'ils avaient besoin comme logiciel. Mettre tout ça dans un énorme cahier des charges, et ensuite traiter l'exécution de cette partie-là. Et ça va prendre sa réalité à partir de septembre. À partir de septembre, on va avoir un logiciel global qui va nous permettre de gérer de manière plus efficace, plus transparente et plus précise la relation client et la gestion d'un chantier. Un exemple très précis, c'est quand demain on fait un maîtrise de devis, c'est-à-dire que nous, typiquement, quand on fait le maîtrise d'une peinture, aujourd'hui, on prend un petit papier, un stylo, et puis on regarde à peu près avec les mesures, avec ce qu'on appelle un CUTCH, une règle graduée. Demain, en fait, ce sera fait directement sur des plans, de manière informatique, de manière automatique, et ça permettra d'éviter justement les erreurs, d'être plus transparent vis-à-vis de nos clients, donc de pouvoir leur dire, vous achetez tant de mètres carrés de ceci, c'est une réalité de chiffres. Donc voilà, c'est ce genre de choses-là. Sur le suivi de chantier, c'est pareil. Le suivi de chantier, c'est demain pouvoir être transparent avec nos clients et de leur dire voilà où on en est de votre chantier, voilà ce qu'on a commandé, ce qu'on n'a pas commandé, voilà où on en est de tel et tel stage, de tel enchaînement, et donc de pouvoir un peu rétablir l'équilibre des sachants sur un chantier, parce que la problématique qu'on a, c'est que nous, en tant que professionnels, on connaît le métier, on connaît la technique, et donc on doit partager l'information de manière la plus logique possible, la plus ouverte, de manière à ce que tout le monde soit dans le même état d'esprit, qu'il n'y ait pas un espèce de lien de défiance qui existe parfois entre ce qu'on dit
et la réalité de ce qui est vécu sur les chantiers. Avant de compléter et de rentrer plus dans le détail de ce que le digital peut apporter, j'ai envie de dire, est-ce que globalement le bâtiment, c'est un secteur qui se sent concerné? D'après vous, vous êtes un acteur de ce secteur. Alors j'ai vu qu'il y a récemment un monsieur bâtiment numérique qui a été nommé au gouvernement. Mais, Bertrand Guelcamp. Voilà. Mais globalement, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport au secteur? Alors, où il en est, etc. Comme dans tous les secteurs, il y a une partie qui est concernée et une partie qui se sent moins, mais qui va l'être mécaniquement. Dans tous les secteurs d'activité qui ont eu cette transformation digitale, il y a eu plusieurs périodes. Première période, c'est un peu les personnes qui sont en amont de tout ça, un peu les geeks qui aiment bien faire marcher l'imprimante 3D, on en a une d'ailleurs dans notre laboratoire de R&D, faire des petites expérimentations et autres. Ensuite, il y a une phase où on comprend que ça devient rentable de faire ça, mais c'est un accès qu'aux grandes et aux moyennes entreprises qui ont les moyens d'investir dans ces outils-là. Et enfin, il y a une étape de généralisation qui est fait en général sous l'impulsion ou des pouvoirs publics par le biais de crédits d'impôt ou autres, ou par une prise de conscience obligatoire du secteur qui fait que demain ça ne marchera pas si on n'arrive pas à passer ce cap-là. Donc très concrètement, on en a la phase intermédiaire aujourd'hui. On n'a plus 3 geeks qui travaillent dans un garage à ce que sera demain le bâtiment numérique, mais on est de plus en plus d'entreprises, des grosses et des moyennes, parce qu'on a le temps aussi, parce qu'on a l'argent pour investir dans ces outils-là et faire en sorte de les offrir et de les ouvrir au plus grand nombre demain. Et donc Bertrand Delcambre, avec qui on est en contact fréquent, a cette mission-là au sein du gouvernement, de rendre accessible au plus grand nombre, TPE, PME, PMI et grosses entreprises, l'ensemble de cette transformation numérique. Quels sont, j'ai envie de dire, les enjeux majeurs de votre secteur aujourd'hui? La question étant, pour voir après comment le digital peut contribuer à... Est-ce que le digital peut contribuer à répondre aux enjeux majeurs ou est-ce que c'est un sujet plus mineur? Voilà, c'est pour ça que je pose la question. Mais c'est une très bonne question. L'enjeu majeur, c'est arrêter la baisse des prix. Et comment on fait pour arrêter la baisse des prix et comment le digital nous permet de le faire? C'est qu'il permet d'apporter un service supplémentaire. Aujourd'hui, si on n'est pas capable de vendre de la peinture plus que de la peinture, ben, on la vendra de moins en moins cher. Si on vend un chantier comme un service, donné à un client, packagé dans sa globalité, avec une garantie de prix, une garantie de délai, une garantie de transparence, de coûts maîtrisés, d'accès à l'information, là on vient apporter de la valeur ajoutée sur de la peinture. On ne vend plus que de la peinture, on vend un projet. Et ce projet-là, en fait, il permet d'avoir des outils de gestion de projet, comme ça arrive dans plein d'autres secteurs d'activité. On pense aux industries, au SS2I, c'est que de la gestion de projet, de la gestion d'hommes. Il y a beaucoup de similitudes entre nos métiers, en réalité parce qu'on utilise des hommes pour gérer un projet. Le bâtiment, c'est exactement ça. C'est un projet, il y a des hommes qui vont amener ce projet-là, corps d'état par corps d'état. On commence par les fondations, et on finit par la peinture, le nettoyage et autres. Donc il y a beaucoup de similitudes, et ce qu'on remarque, c'est qu'aujourd'hui, ce qui tire les prix vers le bas, au-delà de la concurrence qui est importante, c'est parce qu'on n'est pas capable, en tant qu'industrie, d'apporter autre chose que simplement de la peinture et de l'enchaînement avec des tâches de plus en plus complexes ou de moins en moins complexes en fonction des chantiers. Et donc le bâtiment numérique permet justement de dire à nos clients, ben non, on va vous apporter plus que juste des travaux, mais on va vous apporter une gestion de chantier, on va vous apporter de la transparence, on va vous permettre d'avoir plus de gestion de chantier avec le même nombre de personnes chez vous. Parce que ce qui se passe chez nos clients, c'est qu'ils ont de moins en moins de compétences pour gérer de plus en plus de dossiers. Donc si à un moment la technologie et la technique ne viennent pas un peu au secours de leur semaine, ils ne s'en sortiront pas. Donc les entreprises qui arriveront à leur donner un meilleur accès à l'information, une meilleure transparence, une meilleure sécurité du prix et du délai et de la qualité, seront celles qui porteront à l'avenir. Et nous, notre pari, c'est que ce service a un coût, et ce coût est prêt à être absorbé dans la limite du raisonnable. On l'estime entre 5 et 10% du prix. Et surtout, il permet un deuxième point très clé, c'est l'effet d'accoutumance, l'effet de cliquet. En économie, ce qu'on appelle l'effet de cliquet, c'est-à-dire que quand vous avez touché, quand vous avez goûté à la gestion numérique d'un chantier, ben c'est très difficile ensuite de repartir sur une gestion classique de chantier. Une nouvelle conception de l'addiction. Hein. Exactement. C'est une conception importante de l'addiction qui en plus est rentable et permet d'autant plus de rendre service au client qui lui va pouvoir gérer mieux ses chantiers, mieux ses dossiers et nous aussi nous permet d'avoir une marge complémentaire pour investir dans ces outils-là et faire en sorte que ce soit la norme. En tout cas, si on ne se réforme pas en termes de transition numérique, on n'arrivera pas à enrayer la baisse des prix et c'est l'enjeu clair de notre métier. Si on considère le digital selon 3 grands angles d'approche, pour un peu caricaturer, le digital comme business, c'est-à-dire comme une source de revenus, comme une activité que vous allez vendre,
Le digital en tant que support de l'activité, c'est tous les outils, etc., qui vont vous permettre finalement de faire la prestation finale. Et le digital comme une culture, c'est-à-dire c'est une manière de travailler. Est-ce que les trois, bon, j'ai l'impression que oui, mais est-ce que les trois s'appliquent au bâtiment et du coup, vous pouvez illustrer avec des exemples, soit de choses que vous avez menées, mais d'autres que vous voyez ailleurs? Alors le digital as a business, non, c'est pas notre métier. C'est-à-dire qu'on n'arrivera jamais à vendre un logiciel. Mais sauf, sauf si votre ERP... bon, il est en open source. Donc en open source, ouais. l'idée c'est de le mettre à disposition et pas de le vendre en tant que tel. Mais on a deux autres secteurs qu'on développe, c'est les imprimantes 3D et les objets connectés. J'en parlerai après si vous voulez bien. Par contre, le digital as a support, oui, clairement. Oui. C'est évident que ça nous permet de travailler mieux, de travailler plus rapidement, plus sereinement, plus qualitativement. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Ensuite, le digital as a culture, oui, aussi, évidemment. Vous allez vous balader dans le siège, vous connaissez un peu votre environnement. Oui, objectivement, le digital permet d'attirer des talents, permet d'avoir du collaboratif, permet d'avoir de meilleurs échanges, permet d'avoir une culture beaucoup plus globale sur nos métiers et sur nos chantiers. Donc oui, les deux derniers, effectivement. La première, c'est pas forcément nous. Il y a plein de gens aujourd'hui qui développent, comme FinalCAD, qui sont nos partenaires pour des logiciels de gestion de chantier et de levée de réserve et autres. Eux, c'est leur métier en tant que tel, donc ça se développe beaucoup. Mais en tant que tel, nous, en tant que réalisateurs, on est plutôt dans les deux dernières parties. Et la culture est très importante. On a une culture très participative, très moderne, où on fait beaucoup de place à la personne, et on se rend compte que le bureau s'invite à la maison. Nous, notre logique, c'est que la maison s'invite aussi au bureau, et qu'on ait une logique culturelle assez ouverte, assez dans l'échange, autour de pas mal de festivités, pas mal de moments de vie dans l'entreprise, pour faire en sorte justement d'avoir ces équilibres-là. On sait que ça, c'est le meilleur moyen de ramener le travail à la maison. Ce qu'on voudrait aussi, nous, c'est quand on soit au travail, on n'est pas que une logique travail, mais on a aussi des gosses qui viennent pendant les vacances, des anniversaires qui se passent fêtés, des soirées qui se passent ici, et d'autres choses. Et c'est plutôt tout l'enjeu de Hélène Miens, responsable communication de la société, qui justement anime l'ensemble de ces réalités pour faire en sorte que ce soit des moments de partage, d'échange, et qu'on ne soit pas dans une logique où l'entreprise ramène les personnes au bureau pour les faire travailler plus, voire les faire travailler le week-end, le soir et la nuit avec le téléphone portable, mais qu'on soit aussi dans un échange, dans un équilibre de vie là-dessus. Est-ce que pour vous les deux sont liés pour que ce soit pour réussir, c'est-à-dire d'innover dans le digital en termes d'outils, de manière de travailler, mais également en termes de culture d'entreprise, ou est-ce qu'on peut avoir l'un sans l'autre et c'est votre choix à vous de manager parce que de le faire comme ça dans votre société, mais que ça peut très bien... Moi je pense que quand on construit un pont, on le construit jusqu'au bout, quoi. Et que on peut le faire l'un sans l'autre, mais ça a moins de sens. Je préférais, sinon on avait le discours de la modernité, si on avait le discours de l'organisation nouvelle de chantier, de logiciels et autres, et que dans nos propres bureaux, ça sent la naphtaline, j'ai envie de dire, on n'est pas confort avec cette idée-là. On pense justement qu'il faut être moteur, qu'il faut être l'exemple, et que justement l'un des gros enjeux du futur, c'est d'attirer les talents. Et pour attirer les talents, il faut rendre notre métier sexy, il faut rendre notre métier moderne, il faut rendre notre métier où il y a de l'évolution, où il y a de la place pour la collaboration et non pas pour que de l'exécution. Et ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que la France forme beaucoup de talents dans nos métiers. Malheureusement, ce pas des métiers qui sont prisés. On se rend compte en discutant avec les élèves ingénieurs qu'il y a peu de gens qui ont choisi ces cursus-là, mais que c'est le jeu aussi des concours qui fait qu'ils ont été ici, qui après prennent beaucoup de plaisir, mais ce pas des choix naturels. Je ne vous parle pas de tous les métiers d'exécution pure où c'est un peu des voies de garage malheureusement pour beaucoup de jeunes adultes qui se retrouvent dans des secteurs techniques alors qu'ils n'ont pas forcément choisi. Et nous, la logique, c'est de dire que quand on vient travailler dans une entreprise de bâtiment, dans les années qui viennent, on viendra travailler sur des tablettes, on viendra travailler sur des imprimantes 3D, on viendra travailler avec des outils numériques, et non pas à l'ancienne quand on pouvait travailler il y a 30 ans où on se casse le dos pour 25 ans de sa vie, et pour se retrouver avec des problématiques de santé pour le reste. Non. Le bâtiment a beaucoup évolué sur toutes ces problématiques de pénibilité, et il faut justement faire un zoom là-dessus pour attirer des nouveaux talents dans notre métier. Pour lancer quelques mots-clés un peu à la mode sur les grands sujets d'actualité dans le digital, est-ce que vous pouvez rebondir pour me dire à chaque fois un ou deux exemples de comment... Bon, je vais commencer par mobilité, ça va assez de soi, mais des exemples d'usage, c'est... Moi, j'ai fait une formation sur comment je gère ma boîte avec mon smartphone.
Moi, j'ai pas d'ordinateur portable, je gère toute ma société sur un téléphone portable. Ah oui. Donc, c'est sûr que ça change un peu la logique de travail, mais j'ai fait une formation à tous mes cadres et à tous ceux qui voulaient, en leur disant voilà comment je fais moi pour travailler à la gestion d'une société sur un téléphone portable. Donc, ouais, en termes de mobilité, complètement, il y a des vrais exemples, la gestion des mails, la gestion des notes, la gestion des drapeaux, la gestion des applications qui existent aujourd'hui qui font que nos actions sont de plus en plus ciblées, de plus en plus précises, on oublie de moins en moins de choses si on est bien organisé. Donc tout ça, nous, on le met en place dessus et on forme. Donc, Cloud computing, enfin, cloud computing. Ouais, le cloud, c'est très important. Nous, on a quasiment tous nos logiciels qui sont disponibles en cloud et qui sont accessibles n'importe où. Donc on équipe tous les collaborateurs de tablettes, tablettes tactiles et autres, et ça leur permet d'avoir accès où qu'ils soient à l'ensemble des données, que ce soit d'ailleurs sur un chantier ou que ce soit le soir, le matin. On a de plus en plus, je disais, le travail s'invite à la maison, mais la maison s'invite aussi au travail. On a de plus en plus de contraintes personnelles. On doit amener les gosses à l'école, on doit aller les chercher, on a une contrainte de santé, on a une contrainte familiale. On n'est pas, nous, dans la comptabilité de ce genre de choses-là, mais on est dans la gestion du temps de manière globale. On comprend que vous regardiez votre mail le dimanche, donc on comprend aussi que vous alliez passer 4 heures chez le dentiste un mardi, ça pose pas de problème particulier, et c'est dans ces équilibres-là que tout le monde s'y retrouve. Le taux d'équipement de tablettes ou de téléphone dans la profession, globalement, c'est quelque chose qui est devenu très important. Ouais, les smartphones, tout le monde est quasiment sur un smartphone. On le voit, nos sous-traitants, oui. Nos collègues, nos confrères, tout le monde est équipé de smartphones aujourd'hui. Bon, allez, tout le monde, 80% sont équipés de smartphones. Ça doit être logique par rapport à ce qui se passe en France. Après, les tablettes et autres, c'est autre chose. Les tablettes, ça coûte entre 800 et 1000 euros pièce. C'est fragile, c'est pas forcément fait pour les chantiers. Les logiciels qui sont efficaces sur ces tablettes-là coûtent encore cher. Donc je dirais que là, c'est encore très peu répandu. Ouais, c'est encore très peu répandu. Mais il n'y a pas de doute que le sens de l'histoire s'écrit dans ce sens-là. Si je vous dis Big Data? Oui, alors moi je sais ce que c'est, évidemment. Non, je veux parler mais j'entends bien. C'est pas un quiz. J'entends bien. C'est plutôt est-ce qu'il y a des applications aujourd'hui déjà dans le bâtiment ou pas encore? Non, aujourd'hui il n'y en a pas en tant que tel. Il y en a de plus en plus sur, par exemple, la gestion de fin de chantier. Quand vous avez des levées de réserve aujourd'hui, vous avez des milliers de réserves parfois sur des chantiers, et ça permet, en traitant ces datas-là, de savoir qui sont les entreprises qui sont réactives, pas réactives, qui sont les entreprises qui ont toujours les mêmes problèmes. Et donc c'est dans l'analyse de ces chiffres très importants et multiples sur des chantiers qu'on arrive à sélectionner les meilleurs partenaires, les meilleurs fournisseurs, ceux qui sont jamais en retard, ceux qui ont toujours les mêmes types de retard, et donc les former par rapport à ce qu'on arrive à déceler. Ouais, le big data sert dans cette partie-là aujourd'hui. Ça pourra servir demain aussi sur la culture client, sur la logique de travaux supplémentaires. On se rend compte qu'il y a des clients chez lesquels constamment il y a des travaux complémentaires à effectuer. Donc on peut aussi l'intégrer dans le prix de vente de départ pour avoir des offres commerciales qui soient plus agressives. Il y a des clients auxquels on se rend compte, alors on le fait, ça ne s'appelle pas du big data, mais c'est de l'action commerciale aujourd'hui, on se rend compte qu'on chiffre 10 opérations avant d'en avoir une. En termes de rentabilité, c'est peut-être pas là où il faut se concentrer. C'est ce genre de choses-là qui seront demain, évidemment, le fait. Et dans le RP qu'on développe, on développe toute une partie de business intelligence sur lesquelles on a tout ce traitement-là des données qui est impacté, que ce soit sur les accidents du travail, sur les retards de chantier, sur le port de la sécurité, sur la qualité, sur tout ce genre de choses-là. Donc on intègre toutes ces données-là pour en trouver des bonnes remarques et des bonnes actions. Objets connectés? Oui, on a 2 objets connectés en cours de développement dans notre lab. Donc on les développe nous-mêmes. Encore une fois, il n'y a pas de but mercantile derrière. On les donnera à exploiter à des professionnels. C'est pas notre métier de le faire. Mais on développe 2 objets. Le premier objet, c'est un testeur d'humidité connecté. Vous avez eu un dégât des eaux chez vous, j'imagine, un jour dans votre vie. Oui, malheureusement. Comme à peu près 80% de la population. Et vous vous êtes rendu compte qu'il fallait, quand il y a un mur qui est mouillé, qu'on vous envoie quelqu'un, vous ayez une petite machine qui vient voir l'automobilité. Nous, en fait, on a créé un espèce de boîtier qu'on vient plugger à l'endroit où il y a le dégât des eaux qui s'est produit, et qui va être directement connecté à votre box à la maison, et qui va pouvoir monitorer, ou pour vous, ou pour le peintre qui va passer, le taux d'humidité de votre mur. Ce qui permet de déclencher une intervention d'un peintre dans le meilleur délai, et non pas de vous faire venir tous les mois quelqu'un chez vous, ou même vous de tester le mur. Ça permet aussi de monitorer le fait que la fuite n'est pas réparée. Ça, vous pouvez vous en rendre compte 6-8 mois plus tard, alors que nous, on s'en rend compte très rapidement, parce que le taux d'humidité ne baisse pas.
en tant que tel. Donc il y a plein d'applications là-dessus qui font gagner et de la qualité et du service, qu'on disait. Donc ça, on le développe, on est en phase de test, il marche aujourd'hui. Et le deuxième objet, c'est une électrovanne d'arrêt connectée. C'est-à-dire que grosso modo, chez vous, vous avez une vanne d'arrêt d'eau, comme tout le monde. Quand vous partez en vacances ou quand vous êtes en week-end ou quand vous êtes au bureau, vous ne la fermez pas avant de partir. Nous, en fait, cette vanne, on l'a rendue intelligente. Elle est capable de capter s'il y a une fuite sur un réseau ou pas et d'identifier quel type de fuite c'est. Parce qu'en fait, quand vous avez une fuite dans une cuvette de WC, ça n'a pas le même signal que quand vous avez une fuite sur un robinet de baignoire ou sur un tuyau encastré ou autre. Et donc nous, toujours via un applicatif smartphone, ça vous permet de vous envoyer des alertes sur votre téléphone en vous disant attention, il y a un risque de fuite chez vous localisé à tel endroit, est-ce que vous souhaitez ou non couper votre vanne à distance? Et donc comme elle est reliée au Wi-Fi, qu'elle est autonome en énergie, ça vous permet de couper directement votre vanne où vous soyez dans le monde. Donc ça vous évite de revenir de vacances avec 3 cm d'eau dans le salon. Vous n'allez pas vous faire des amis chez les assureurs. Je sais pas, parce que quelque part, ça réduit aussi leur facture. Ouais. Donc ça baisse aussi. Je me fais pas d'amis parce qu'ils gagneront moins de sous, c'est sûr, parce qu'il y aura moins de raisons d'indemniser des gros dégâts des eaux, des grosses choses comme ça. En tout cas, oui, il y a un sujet. Dans les objets connectés, est-ce qu'il y a des choses qui existent déjà sur le marché, appliquées au bâtiment, où tout ça est en émergence, comme vous... Objectivement, tout ça est en émergence. Okay. Ouais. Impression 3D, ça c'est un grand sujet. On y est, nous aussi, on a des tests sur les imprimantes 3D. C'est les 3 métiers en fait qu'on travaille au lab, les logiciels, les objets connectés, les imprimantes 3D. Et donc sur les imprimantes 3D, on est aujourd'hui dans l'expérimentation, objectivement. On est vraiment tout au début, où on a pris le métier de la plomberie. Dans la plomberie, il y a beaucoup de pièces en PVC, qui est le même PVC que ce qu'il y a aujourd'hui dans les imprimantes 3D, c'est la même nature de PVC. Et donc l'idée, c'est de pouvoir scanner l'ensemble des pièces en PVC disponibles dans les métiers de la plomberie, et que sur les chantiers demain, chaque imprimante soit une usine en fait déportée et qu'on puisse imprimer les pièces dont on a besoin à l'avenir et non pas qu'on aille les chercher à gauche et à droite dans tous les environnements imaginables. Donc ça permet de gagner du temps, ça permet de gagner de l'efficacité, d'avoir la pièce exacte qu'il nous faut et non pas celle du commerce qu'il ne nous faut pas forcément à chaque fois. Donc de gagner en temps, en réactivité et en spécificité. Et pour vous, c'est échelle opérationnelle à quelle échéance ? Objectivement, avoir une idée de quand est-ce qu'il faut revenir poser des questions. Objectivement entre 5 et 10 ans. Eh oui. Pour être objectif. Pour être à l'échelle du secteur. On peut se faire plaisir, mais c'est pas l'idée. L'idée, c'est que le vrai frein à ça, c'est 2 choses. C'est la technique de l'imprimante, qui aujourd'hui coûte cher et est longue, pour faire simple, mais ça c'est la base de la technologie, c'est pas dans tous les secteurs d'activité. Et deuxièmement, c'est la partie assurantielle, où pour le coup, quand vous créez une pièce, elle n'est pas assurée. C'est-à-dire que nous, on a une garantie décennale. Oui. Cette garantie décennale, quand vous créez des pièces qui sont faites sur une imprimante, il n'y a pas de label, il n'y a pas de norme. Donc là, on travaille avec le CSTB, et le CSTB va permettre avec eux de valider la création de ces pièces-là comme des pièces à résistance de matériaux techniques. Donc ils font des essais avec nous pour faire en sorte que les pièces qui sortent de certaines machines, selon certains fichiers de réalisation de pièces, soient conformes aux normes assurantielles. De quel secteur ? Pardon. Tout ça est technique. Oui, mais c'est ça qui est intéressant de comprendre. Il y a tout un environnement autour de ça. Parce que c'est vrai que souvent, on va s'enthousiasmer pour des mots qu'on voit comme ça, mais après, quand on ne connaît pas la technicité d'un secteur, on ne comprend pas forcément tous les enjeux et tous les bouleversements, ou pourquoi ça prend du temps à se mettre en place. Le problème, c'est que demain, si vous réparez une fuite avec un objet qui est fait en imprimante 3D, et qu'il y a une fuite demain qui réapparaît au même endroit, qu'est-ce qui est responsable ? Est-ce que c'est la pièce ? Est-ce que c'est le poseur ? Est-ce que c'est l'industriel ? Il n'y a plus d'industriel. Donc d'où vient le problème ? Et nous, chaque pièce dans nos métiers sont testées en usine avec des labels qui sont donnés par le CSTB. Donc la logique, c'est de travailler avec lui pour qu'il puisse agréer les pièces qui sont sorties d'une certaine machine avec un certain code qui a été traité en amont pour réaliser cette pièce-là. De quel autre secteur, ou autre secteur au pluriel, le bâtiment vous semble-t-il le plus proche en termes d'enjeux, de fonctionnement, d'écosystème, d'organisation ? Et du coup, est-ce que ces secteurs sont une source d'inspiration, notamment en matière de transformation digitale, ou pas ? Moi, je dirais qu'il y a 2 secteurs. Un, les SS2I, parce qu'on gère des projets avec des hommes. Donc, en fait, la gestion de projet est très proche dessus. Et deuxièmement, l'aéronautique, parce qu'il y a une technicité derrière. C'est-à-dire que la SS2I en tant que telle, c'est la gestion des bonhommes. Et l'aéronautique, c'est comment est-ce qu'on vient rajouter une couche technique, parce qu'on réalise des pièces beaucoup en aéronautique, en imprimante 3D, sur des logiciels de réalité augmentée et autres. Et je pense que
Ces deux secteurs-là ont pris beaucoup d'avance et doivent inspirer le bâtiment pour que demain il soit numérique et qu'il soit en avance sur son temps, ce qui permettra d'éviter justement qu'on ait une guerre des prix et une guerre à la non-qualité, au moins 10 ans à chaque fois là-dessus. Vous, les projets que vous avez initiés chez vous, est-ce qu'ils sont venus justement d'observation d'autres secteurs ou est-ce que c'est plutôt venu de comment je règle les propres problèmes que j'ai et c'est venu comment? Les deux. Les deux en fait. Les deux parce que c'est beaucoup de pragmatisme. Qu'est-ce qui se passe sur nos chantiers, comment est-ce qu'on peut le régler, quels sont les problèmes de nos clients et comment on peut y répondre. Et ensuite, c'est qu'est-ce qui se passe ailleurs. Vu que ça n'existe pas, il faut qu'on s'invente. Donc pour s'inventer, il y a deux manières de faire. Ou la roue, on l'invente nous, on va regarder aussi ce qui se passe ailleurs et on essaie d'adapter leur process à nos métiers. Donc c'est les deux en réalité qu'il faut toujours rapprocher, merger pour faire en sorte que ce soit un succès. Sinon, ça peut prendre des années sur des mauvaises routes, alors qu'en fait, il y en a qui ont ouvert les choses de manière très efficace. Et cet ailleurs en matière d'inspiration, est-ce qu'en termes de pays, il y a des pays qui sont plus en avance dans le domaine du bâtiment numérique et lesquels, comment, pourquoi? On a tendance à dire que les États-Unis et l'Angleterre sont en avance. C'est un peu une tarte à la crème, ils sont en avance de manière générale. Pourquoi? Non pas parce qu'ils sont plus malins et autres, simplement parce qu'ils ont un système législatif qui est beaucoup plus rapide à l'exécution. Donc comme ils sont rapides à l'exécution, par exemple le bâtiment numérique, le BIM, à partir du 1er janvier 2017 est obligatoire aux États-Unis, en Angleterre. Donc ça veut dire que tous les projets seront faits en BIM. Nous on va mettre encore 5 ans ou 7 ans à le faire, alors que c'est pour un problème légal en tant que tel. Si on légiférait en disant, voilà, demain on aura une obligation du BIM en 2019, en 2020, peu importe, tout le monde, toute la filière suivra. Et aujourd'hui c'est ce que font bien les anglo-saxons. Ils font bien, ils poussent la demande très très rapide, ce qui demande à l'industrie de réagir très très vite. Il y a moins de barrières à l'entrée, il y a moins de barrières à la transformation aussi. Donc tout ça est sur la bonne voie, on s'en inspire beaucoup. Je vois Bertrand Delcambre s'inspire beaucoup de ce qui se passe dans les autres pays, consulte énormément. Il y a plein d'initiatives qui sont faites. Moi je ne crois pas à l'État qui est capable de porter ce genre d'énormes projets. Je pense que c'est le marché privé qu'il faut le faire. L'État n'a plus les moyens aussi de subventionner en termes d'aide publique ou de dégrèvement d'impôts ou autre. Donc nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut inventer des nouvelles choses. Et typiquement, on porte une proposition sur le bâtiment numérique. On est en train de rédiger une proposition de loi qui dit grosso modo que dans un appel d'offres public, vous avez deux critères au niveau de la décision finale d'adjudication d'appel d'offres. C'est un critère de prix et un critère technique. Et dans ce critère technique, il y a plein de notations et de sous-ensembles. Typiquement, vous avez la qualité et la sécurité, vous avez l'environnement, vous avez la partie organisation du chantier et autres. Et donc, vous voudrez rajouter un critère qui est sur l'utilisation des outils numériques. Et de se dire qu'en fin de compte, si on arrive à mettre en avant et à demander en fait aux acteurs quels sont les outils numériques qu'ils mettent en avant dans leur chantier, et qui est une preuve, une manière d'avoir des appels d'offres supplémentaires, ça tirera toute la profession vers le haut, ce ne sera pas un coût, ce sera vu comme une opportunité commerciale, donc un investissement à faire. Et donc c'est notre vision de le faire, et ça ne coûte pas un rond à la collectivité, donc c'est encore plus simple à mettre en place. Il suffit juste de rajouter ça, donc on l'apporte, et bientôt on portera ça au gouvernement pour pouvoir leur demander de légiférer à cet endroit. Et pour terminer sur une note un peu plus personnelle, ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous frustre le plus dans la pratique de votre métier et comment vous aimeriez résoudre cela? Alors moi j'ai une frustration récurrente, c'est la course au temps. C'est-à-dire que moi je trouve que tout prend trop de temps. Donc moi j'ai une petite expression rigolote au bureau, c'est que quand je dis qu'il y a le temps, je dis ouais, mais pas peur, tu peux le faire demain. Il n'y a pas d'urgence. Donc je suis toujours dans une logique très rapide d'exécution. Et c'est vrai qu'on a sous-estimé, alors je dis on, mais moi en premier, j'ai sous-estimé l'impact temps que ça représente de créer une transformation numérique. C'est-à-dire que si ça tenait qu'à moi, ça irait très très vite. Mais malheureusement, c'est plus long que ça. Il y a beaucoup de barrières à l'entrée, il y a beaucoup de choses à mettre en place, beaucoup de discussions, de communication, d'outils qui ne sont pas encore opérationnels. Donc ouais, ma frustration, elle est sur le temps d'exécution, où j'adorerais que ça se fasse du jour au lendemain. Donc il n'y a pas de solution, puisque le temps... temps... son mal en patience, D'accord. et il faut essayer de ne pas répéter les mêmes erreurs, et surtout que nous, on prenne du temps pour faire en sorte que plus tard, les autres en mettent beaucoup moins. Donc si on doit être un peu essuyer les plates là-dessus et être moteur, on le fait avec grand plaisir pour le secteur. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose ou Non, de manière générale, moi je pense qu'il faut être très positif sur notre métier. C'est un métier où il y a beaucoup, c'est la convergence
de la nature humaine, de la technicité, de la confiance, de l'esthétique aussi. Il y a beaucoup de choses à réinventer. Moi, je suis très enthousiaste sur ce secteur parce qu'on n'a encore quasiment rien fait. Donc, il y aura plein de choses à mettre en place. Il faut pouvoir être positif là-dessus. Il faut pouvoir donner de l'espoir et de l'engagement, que ce soit pour les générations futures qui s'impliquent dans nos métiers ou pour les entrepreneurs aujourd'hui qui se disent que la crise est un peu longue et c'est une réalité, mais que demain ce sera encore meilleur. Il faut adresser un message positif à tout ça parce que ça l'est, assurément. Michael Bertigny, merci beaucoup. Merci à vous.